Shragabloum, bonjour, Boker Tov. On peut encore vous dire Moadim des Simcha, et même si vous-même, personnellement, vous n'êtes pas originaire du Maroc, on peut vous dire, vous souhaitez Tirbehu ou Tis'adou. Je suppose que votre épouse aura une certaine facilité pour traduire ce que nous sommes en train de dire. Merci d'être avec nous ce matin en direct de votre domicile par Zoom. Nous allons ensemble parler des deux grands dossiers qui sont à l'ordre du jour, de la crise politique et de la crise du coronavirus. Cette crise politique, elle n'a pas encore toujours trouvé d'issue. On a vu que les négociateurs ont négocié hier soir, tard dans la nuit, mais ils ont dépassé le fameux seuil, on va dire, le délai imposé par le président de l'État, et toujours pas d'accord. Alors, à votre avis, est-ce qu'on se dirige dans 3 semaines vers de nouvelles élections, 4e élections en pleine crise du corona, ou alors on va trouver un accord? Non, je ne pense pas. Moi, j'ai écouté avec attention votre bulletin d'information. Vous avez presque répondu à toutes les questions. Il y a un dicton qui dit que le diable, quand on signe un contrat, le diable se trouve dans les détails. Effectivement, si on peut dire par exemple qu'au niveau de la répartition des ministères, c'est pratiquement réglé. Sur l'identité des occupants de ces ministères, c'est plus ou moins réglé, quoique il y a parfois plusieurs noms pour un ministère. On ne sait pas ce que fera Yamina aussi. Si Yamina ira dans l'opposition ou pas, ça dépendra de l'accord conclu. Mais dans les détails, effectivement, ça heurte encore sur 2 points. Comme vous l'avez dit, le statut de Binyamin Netanyahou par rapport à la Cour suprême, et maintenant, et aussi dans 1 an et demi, lorsqu'il devra quitter son poste de Premier ministre et être vice-Premier ministre ou simple député. À ce moment-là, la loi ne lui permettrait plus d'exercer. Et puis aussi la commission de nomination des juges. Là, il y a encore beaucoup de tractations. Je crois que ça heurte aussi là-dessus. Pourquoi ? Parce que si le ministre de la Justice sera Avi Nissenkorn, qui est un ancien directeur de la Histadrout, à droite, on n'est pas du tout satisfait de cette décision, mais il n'y avait pas trop le choix. Mais au niveau de la commission de nomination des juges et surtout de la Cour suprême, le Likoud, comme il y a 9 membres dans cette commission, le Likoud aimerait bien garder la préséance, la majorité courte, mais une majorité quand même, pour pouvoir poursuivre les réformes qui ont été entamées, notamment pour introduire davantage de juges non activistes, qu'on appelle non activistes, à la Cour suprême. Et donc, c'est un rouage très, très important et sur lequel heurtent encore les négociations. Moi, je pense personnellement qu'un accord sera trouvé parce qu'on est très, très proche. Des élections, actuellement, c'est impensable, même si au niveau des sondages, la droite l'emporterait assez largement. Comme disait un commentateur que je n'aime pas trop d'ailleurs, Amnon Abramovitch, en disant qu'avec 1 million de chômeurs qui iraient voter, rien ne garantirait que la droite reviendrait au pouvoir. Donc, à mon avis, il y aura un peu de sagesse des 2 côtés, parce que toujours vers la fin, chacun essaie de grappiller encore quelques avantages, mais je pense qu'il y aura un gouvernement finalement. Et il n'y a pas donc, comme on parle de stratégie de sortie de crise, on va en parler dans quelques instants sur le plan du coronavirus, et il n'y a pas, à votre avis, de stratégie de sortie de crise politique de la part de Binyamin Netanyahou visant peut-être justement à tenir compte des sondages, à essayer de pousser, de voir, comme le fait souvent Binyamin Netanyahou, c'est d'attendre, de patienter, de voir comment les choses se développent, et peut-être que dans 3 semaines, eh bien, on sera plus malin, et que l'on pourra peut-être déjà envisager une sortie de crise, et que l'État d'Israël peut-être pourra revenir vers une forme de stabilité quelconque, et que d'ici 5 mois, l'été prochain, bien peut-être qu'effectivement Binyamin Netanyahou pourra l'emporter haut la main, ces fameuses 4e élections. Écoutez, c'est très risqué. D'abord temporiser, oui, je veux dire, Binyamin Netanyahou s'est temporisé, mais peut-être pour encore arracher quelques concessions sur les points dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme disait Amit Segal, le journaliste sur la 2e chaîne, ça serait un pari très risqué de la part de Binyamin Netanyahou de tirer sur la corde en espérant des élections dont nul ne sait quels seraient les résultats. Si aujourd'hui les sondages, effectivement, donnent l'avantage à Binyamin Netanyahou à la droite, notamment parce qu'il y a un satisfecit sur sa gestion du corona, de manière générale, rien ne dit que dans quelques mois, avec la situation économique, il ne se réglera pas en une journée, ni en 1 mois, ni en 3 mois. Vous savez, les gens votent parfois par protestation. Donc, les chômeurs, les gens qui ont été... à mon avis, c'est un pari très risqué que
que le vieux renard de la politique qui est Benjamin Netanyahou, je pense, ne va pas prendre. Mais gagner un peu de temps pour essayer encore d'arracher des concessions, oui, ça je pense que oui. D'ailleurs, c'est le propre des négociations en général. Alors, Voilà. je voudrais comprendre, Shraga, parce que il y a 3 semaines, lorsque Benny Gantz a décidé de faire voler en éclats le Parti bleu-blanc et d'aller vers un gouvernement d'urgence nationale, on avait vraiment le sentiment que l'on était dans l'urgence, on était dans une situation de crise maximale. Et finalement, eh bien, on voit que le gouvernement continue à gérer la crise, qu'il arrive à publier des décrets d'urgence qui lui permettent, par exemple, de retrouver, par exemple, quelques 100 milliards de shekels qui ne sont pas mentionnés d'emblée dans le budget de l'État, parce qu'il n'y a pas de budget de l'État 2020. On a l'impression que finalement, tout cela se gère pas si mal que cela. Alors pourquoi finalement changer ? Justement, c'est ce que je disais, c'est que Benjamin Netanyahou a une marge de manœuvre relativement importante, justement parce qu'il sent qu'il y a un soutien de la population pour moi à sa politique, que le gouvernement finalement fonctionne, comme vous le dites, et donc il peut se permettre un peu de pousser bleu-blanc dans ses derniers retranchements en espérant encore, obtenir quelques concessions qui sont importantes si on parle de la commission de nomination des juges ou aussi de mesures qui assureraient son maintien dans la vie politique, même après 1 an et demi. Maintenant, de là à dire qu'il joue le temps jusqu'à la fin de ces 3 semaines qui s'annoncent maintenant pour provoquer des nouvelles élections, c'est un pari risqué parce qu'il serait aussi montré comme celui qui a provoqué des élections. Donc, ça ne serait pas non plus un bon point pour lui. Alors, il sait aussi que Benny Gantz est affaibli politiquement. Et oui, c'est ça, parce qu'on a vu Benny Gantz juste à la veille de fête dans un discours. C'était un discours, on va dire, il tirait des cartouches à blanc, quoi. Ah oui, tout à fait. Et même, c'était marrant parce que les commentateurs politiques, juste aux informations juste avant, ils pensaient qu'il allait faire poser un ultimatum, menacer Benjamin Netanyahou. C'est pas du tout ce qu'on a vu, quoi. C'est vrai que Benny Gantz, effectivement, a un revolver en main, mais il a des balles à blanc, comme on dit, hein. Mais c'est pour ça que je pense que le Likoud essaie de maximaliser les acquis pour ce gouvernement. Mais personnellement, je ne pense pas qu'on va avoir des nouvelles élections. En tout cas, j'espère pas, parce que d'abord, rien ne dit que les résultats seraient sur des sondages aujourd'hui. Et en plus, comment voulez-vous organiser des élections avec le prix que ça coûte dans la conjoncture actuelle et avec les gens qui ne sortent pas de chez eux? Enfin, à mon avis, c'est un scénario qui serait ubuesque, quoi. Alors, on va essayer justement de voir par contre, en parlant de ceux qui ne sortent pas de chez eux, cette tentative de sortie de crise qui est initiée par le gouvernement israélien. Je le disais tout à l'heure, il y a une réunion importante aujourd'hui du gouvernement pour justement débattre de la stratégie de cette sortie de crise. Les avis sont partagés. On peut remarquer les mêmes types d'avis depuis le début de la crise, ceux du ministère de la Santé, ceux du ministère des Finances. Vous, en tant qu'observateur de ce qui se passe dans la réalité, de ce qui se passe dans la population israélienne, qui est confinée effectivement depuis pendant près d'un mois, quelle est la solution qui vous semble la plus réaliste et la plus plausible aujourd'hui dans la situation actuelle ? Écoutez, d'abord, en préambule, je voudrais rappeler ce qu'a dit hier un médecin qui s'appelle Dr Barabash, oui, qui est consultant sur la deuxième chaîne et qui tempère souvent les critiques rapides des journalistes en disant que d'abord c'est un problème, ces conflits, ces frictions entre l'aspect économique et l'aspect de santé publique, c'est quelque chose qui est mondial aujourd'hui et qui provoque des tensions inévitables parmi les preneurs de décision parce que c'est des intérêts contradictoires. C'est-à-dire, si on écoute l'économie, évidemment, il faut relancer l'économie, sinon il y aura des faillites, même peut-être des suicides. Du côté de la santé publique, on dit oui, mais si les gens retournent au travail, le risque de redémarrage de la contamination est fort. Donc, je pense que j'aimerais pas être à la place du Premier ministre et devoir décider entre ces deux options. Maintenant, quant à savoir ce qu'il faut faire, je pense que personnellement, je pense que Naftali Bennett a une position assez médiane qui est intéressante. Alors, il l'a révélé hier, c'est de dire qu'il faut relâcher très lentement, de manière sectorielle géographiquement, c'est-à-dire voir les zones où la contamination est très faible, la propagation est très faible, et commencer à relâcher l'économie, faire retourner des gens en travail, tout en préservant évidemment les consignes
d'éloignement des personnes, et puis en interdisant la sortie des maisons de ceux qui ont plus que 65 ans et des gens qui ont des maladies, des pathologies antécédentes, mais en tout cas pour ne pas provoquer un effondrement total de l'économie, parce que ça serait catastrophique. Maintenant, c'est vrai que ces deux intérêts qui se contredisent un petit peu. Maintenant, comme l'a dit un officier de police sur la chaîne 13, parler de sortie de crise, c'est un peu risqué parce que les gens s'imaginent déjà que Oui. voilà, c'est derrière nous, on peut sortir, on parle de sortie de crise. Il s'agit d'étapes très très lentes qui vont durer des mois, et il ne faut pas s'imaginer que la situation va se régler dans les mois qui viennent. Mais c'est vrai qu'il faut maintenant, peut-être à partir de dimanche prochain, desserrer un petit peu l'étau économique, permettre à des magasins d'ouvrir, peut-être à des services de réouvrir à un pourcentage plus important qu'aujourd'hui. Mais ça sera l'objet des négociations. Aujourd'hui, c'est une réunion préliminaire au gouvernement, et Benjamin Netanyahou devra choisir ou faire un compromis entre les exigences des uns et des autres, qui sont toutes légitimes, hein, mais parce que c'est une situation inhabituelle, inédite. Et voilà, il faut Est-ce que vous avez le sentiment, Shraga, que le gouvernement s'est montré jusqu'à présent suffisamment généreux par rapport justement à la détresse de ce million de chômeurs, de plus de millions de chômeurs, des indépendants en particulier, des petites et moyennes entreprises, où finalement on est bien loin derrière, puisque on compare beaucoup aujourd'hui Israël à d'autres pays. Effectivement, sur le plan médical, la situation est bien meilleure en Israël que dans d'autres pays occidentaux, mais sur le plan de l'aide apportée aux chômeurs, aux nouveaux sans emploi, eh bien on a le sentiment qu'on est loin derrière. C'est pas seulement un sentiment, je veux dire, il y a un classement qui a été publié, je crois que c'est par Forbes hier ou quoi, qui dit que si Israël est effectivement le pays le plus sûr aujourd'hui, ou qui prend des mesures parmi les meilleures, au niveau de l'aide économique, Israël n'est pas très bien classé. Alors c'est vrai que c'est un problème important. Alors qu'on aurait pu s'attendre à mieux, parce que l'État d'Israël avait été entré dans la crise dans une situation économique très favorable. Voilà, c'est ce que Benjamin Netanyahu l'a répété à plusieurs reprises, et Moshe Kahlon aussi, le ministre des Finances, en disant que heureusement qu'Israël est rentré dans cette crise avec un niveau de devises étrangères, d'équilibre budgétaire et de taux de chômage très bas. Mais c'est vrai. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit l'État aurait pu être plus généreux. Maintenant, est-ce que l'État, enfin quand je dis l'État, c'est le gouvernement, est-ce que le gouvernement se disait peut-être, si la crise se prolonge, il va de toute façon falloir encore rajouter, plutôt que de mettre tout le paquet au début? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que chaque cas est un cas grave. Chaque personne qui est licenciée, ou un entrepreneur qui doit fermer son entreprise, c'est dramatique pour lui. On parle aussi des indépendants qui ne sont pas très bien lotis là-dedans. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment que l'État pourrait faire davantage. Alors je ne sais pas maintenant si c'est une politique voulue de lâcher échelonnage au fur et à mesure, en sachant que la crise, sans savoir si la crise allait durer longtemps ou pas. Je sais qu'il y a des réserves, je pense qu'il y a des réserves, heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que l'impression qu'on a en général est que le gouvernement n'a pas été suffisamment généreux là-dessus. Mais je voudrais faire une parenthèse en disant que concernant les Olim de France, je crois que Kalita a réalisé une opération assez extraordinaire. J'en suis témoin de toutes les personnes de Kalita qui se sont mobilisées pour aider les Olim en leur donnant des conseils, des adresses, enfin même en aide financière. Alors bon, c'est une parenthèse, mais ça méritait d'être dit. Bien entendu. Souvent, les gens ne s'imaginent pas les efforts qu'il y a derrière. Mais en tout cas, sur le plan national, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que le plan de Bennett, il est bon, parce qu'il demande déjà à ce que depuis dimanche, l'étau se resserre un petit peu moins, donc la pression se fera peut-être moins forte sur l'économie et sur beaucoup de familles qui sont dans le souci et qui vraiment sont vraiment incertaines du lendemain, quoi. Justement, en tant qu'observateur de cette société israélienne, quelle note vous lui donneriez après ce mois de confinement, et en particulier cette fête de Pessah que l'on vient de terminer dans des circonstances tout à fait exceptionnelles? Écoutez, moi je pense que l'attitude de la société israélienne a été remarquable dans l'ensemble. Évidemment, on parle beaucoup des shulaïm, des marges, où il y a des gens qui allaient à la plage, ou d'autres qui
continuer à organiser des minyanim ou des choses comme ça, mais c'est une minorité dans la minorité. Mais dans l'ensemble, moi je vois aussi dans mon quartier où j'habite, bon, ce n'est pas des immeubles, mais je vois que la population, pour le moment, tient le coup, et ce qu'on appelle le Khosen Leoumi, la résilience nationale, très importante pour un gouvernement qui doit prendre des décisions qui sont difficiles. Et certains, au début, il y a quelques jours, enfin 2 semaines, je ne me rappelle plus, des journalistes à la télévision parlaient de risque de rébellion sociale, etc. Bon, c'est toujours les alarmistes dans les grands médias. Mais je pense que dans l'ensemble, les gens se comportent très bien. Regardez la Mimouna hier soir, il n'y a pas eu je ne crois pas qu'il y ait eu de problème particulier. Les gens sont très créatifs. Les offices depuis les balcons, la Mimouna depuis les balcons, le Zoom. Je pense dans l'ensemble, la société israélienne, quand on voit ce qui se passe par exemple en France ou en Grande-Bretagne, la société israélienne, je crois qu'elle mérite une bonne note pour sa patience et pour sa compréhension aussi de la gravité de la situation. Espérons que ça va durer. Enfin, pas le corona, Oui, mais... on l'a bien compris. On a bien compris. Merci beaucoup, Shraga Bloom, d'avoir été avec nous tous les malades, voilà, ce matin. Voilà, on souhaite bonne chance à nos décideurs, c'est pas facile pour eux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Koltov, à bientôt. Bonne journée, bonne journée confinée, encore une fois, en espérant de sortir le plus rapidement possible. Amen. Et de la manière la plus prudente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Shraga Bloom.